Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Ornel, qui est un développeur qui travaille en agence, qui va nous expliquer un peu ses projets d'application, son travail en tant que développeur avec d'autres clients, et on va parler d'un de ses projets qu'il a développé récemment. Donc, salut Ornel, comment ça va? Salut, je vais bien, Driss, et toi-même. Super. Alors, donc toi, tu es développeur Cool. Flutter, donc tu travailles dans une entreprise. Aujourd'hui, tu es situé au Cameroun, et donc tu m'as dit que tu as des clients en France, en Afrique, en Allemagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que développeur, en tant qu'entrepreneur aussi, du coup? Bon, oui, Driss, effectivement, me prénomme Ornel et je suis développeur d'applications mobiles. En général, je vais dire à peu près full stack parce que je fais du mobile et du back-end aussi de temps en Ok. temps. Donc, mon parcours, je suis ingénieur en logiciel, ingénieur logiciel. J'ai Mhm. fréquenté essentiellement au Cameroun, plus précisément au niveau de l'Institut africain d'informatique. C'est D'accord. là-bas que j'ai eu mon diplôme. Ensuite, je suis allé à l'université où je travaillais et fréquentais en même temps pour l'obtention de mon master en informatique. D'accord. Donc, après cette première phase-là, j'ai commencé à bosser dans une start-up qui faisait beaucoup plus dans le domaine d'applications liées aux assurances. Là-bas, j'ai D'accord. commencé à travailler en tant que développeur front-end. Parce que c'est le besoin qu'ils avaient. Il est bien que j'avais beaucoup plus d'aptitude de mon bac, mais là-bas, ils avaient besoin d'un front. Bon, j'ai commencé là-dessus. Ok. J'ai travaillé là-bas pendant pratiquement un an. Pendant pratiquement un an. Et après, je me suis dit, bah, en fait, je voulais un peu plus. Je voulais pas juste faire du développement front, mais toucher un peu à tous les domaines de mobile. Puisque je faisais déjà le mobile avant, mais pas vraiment pour les clients. Je m'amusais juste avec le développement mobile en particulier. Je Mhm. me suis dit, D'accord. donc, bah, en fait, il faut que je me lance dans le freelance. Ensuite, j'ai démissionné de la boîte où j'étais. J'ai commencé à travailler en freelance, en fait, avec les plateformes telles que Fiverr. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Mhm. Fiverr et Upwork. J'ai bossé là-dessus pendant pratiquement 2 ans où j'ai touché après tout type de projet. Mobile, back, front, D'accord. système embarqué en général. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de projets là-dessus pendant pratiquement 2 ans. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, je suis encore reparti en agence parce que nous avons ouvert une entreprise avec d'autres collègues qui faisaient D'accord. aussi dans le freelance. On s'est dit, bah, en fait, mutualisons nos efforts et ouvrons une agence. Donc, c'est comme ça que nous sommes rentrés en agence et au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de demandes mobiles ou bien beaucoup de demandes d'un système embarqué et très peu de back-end et front-end. Donc, D'accord. voilà à peu près mon parcours aujourd'hui. D'accord. Et là, l'entreprise, c'est Lab2View, c'est ça? Oui, exactement là, toujours. D'accord. Et donc, du coup, bon, on va parler de ton projet d'application que tu as développé notamment avec Flutter. Tu parlais, du coup, vous faites beaucoup du mobile. Est-ce que vous êtes arrivé directement sur Flutter? Voilà, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le raisonnement qui vous a amené à choisir, par exemple, Flutter et voilà, comment ça s'est passé? Ouais. Bon, initialement, on utilisait beaucoup, à la base, on a commencé à faire du mouvement mobile, on a commencé à travailler avec les applications natives. Donc, Mhm. Java, à l'époque, c'était Java, mais les mêmes qu'aujourd'hui, nous avons Kotlin. Mais on Mhm. a commencé principalement avec le natif. D'accord. Ensuite, on avait déjà des exigences des clients qui voulaient, bah, ils voulaient une application qui soit compatible Android, iOS. Ça a été assez complexe au début, mais on a trouvé une petite solution alternative, Ionic. Mhm. Ionic met son environnement avec Cordova et tout le reste là, on trouvait ça un peu trop, Ouais. en fait, un peu léger en fait, des applications avec, c'était assez complexe de construire des applications robustes avec ça, ce que l'on trouvait en D'accord. tout cas. On s'est dirigé vers React Native. React Native offrait beaucoup plus de flexibilité et un gain de performance au niveau de la gestion de la mémoire et la gestion des processus en général. Donc, React Native offrait un peu cette souplesse-là. Mhm. Mais jusque-là, on trouvait que bon, c'était pas vraiment ça. Donc, un beau matin, nous sommes tombés sur Flutter à ce début. Je pense une vidéo sur, je pense qu'on a fait une conférence au niveau de, je pense que c'était Google I/O, je pense bien, où on avait eu le nom. Et aussi, comme nous sommes dans D'accord. des groupes de développeurs Google, les GDG, nous sommes dans les Google Developer Groups là. Ils avaient aussi parlé de ça là-bas. Là, on s'est dit, bah, en fait, on a rien à perdre, quoi. Et donc, on cherche une solution pour gérer, pour développer des logiciels sur les deux plateformes. On s'est dit, bah, en fait, pourquoi ne pas essayer avec Flutter? Mhm. On a touché Flutter, on a vu qu'elle offrait beaucoup plus de flexibilité. Elle était meilleure, bon, d'après nous encore, hein, elle était meilleure par rapport aux autres plateformes. Bon, D'accord. pas meilleure par rapport aux natifs, mais meilleure en temps de développement. Le Ouais. cycle de développement de logiciels avec ça paraissait beaucoup plus court.
surtout si on doit faire une plateforme compatible Android et compatible iOS. Donc, on a jugé, bah, en fait, elle est meilleure, donc mieux. On commence à s'acclimater, on va toucher petit à petit, sans oublier que sa prise en main était un peu facile, était beaucoup plus facile. Il demande moins d'environnement, moins d'éléments pour son environnement de base. Tout ce qu'il a fait, c'est télécharger une bibliothèque, installer dans ton ordinateur, allez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend, voilà, et elle s'intègre facilement avec Android Studio. Donc, c'était vraiment une aubaine, quoi. On s'est dit, bah, en fait, pourquoi ne pas? Donc, c'est à peu près comme ça que nous avons commencé à toucher Flutter. Ok, et comment ça s'est passé avec les premières applications que vous avez développées? Est-ce que vous êtes directement allé en clientèle ou vous avez justement le projet que vous avez développé, est-ce que c'était justement l'occasion de tester un peu l'outil? Ouais, c'était ça. Ouais. Le premier projet, par exemple, le premier projet que nous avons développé, c'était un projet pour un client. Vous pouvez regarder sur Internet Sopaki. Oui, on trouvera Pardon, le pas site Sopaki, internet. Médicafrique. Ok, D'accord. Médicafrique. Donc, c'était c'est une plateforme de paiement des soins à distance. C'est le D'accord. premier projet sur lequel nous avons bossé avec Flutter. J'avoue que ça a été un casse-tête initial de travailler D'accord. là-dessus parce qu'il fallait bosser, apprendre le langage et respecter les délais et fournir le produit au client. Donc, on courait entre l'étude, la compréhension et la réalisation du projet. Donc, ça a été un challenge assez énorme au début. Puis, c'est assez Ok. facile de faire des interfaces simples, mais lorsque les interfaces commencent à devenir un peu complexes, il fallait gérer tout un tas d'éléments de base qu'on ne maîtrisait pas au début. Bon, je D'accord. pense qu'après 3 mois, on a réussi à avoir un produit assez stable qu'on a pu finalement livrer à notre client. Et bien après, on a continué à faire des projets en interne, même améliorer dans la compréhension du langage D'accord, d'accord. et pour essayer des trucs un peu plus complexes. Ouais, Ok. voilà à peu près comment on a commencé avec ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement là de cette application Sopaki, donc qui est le projet que vous avez développé en interne pour vous? Donc, quoi ça consiste? C'est quoi l'objectif, la vision? Oui. Bon, en gros, Sopaki, donc, c'est une plateforme d'achat de produits et de remise des récompenses aux différents clients, aux acheteurs, en fait. Donc, D'accord. le but ici est que les acheteurs ou bien les clients peuvent prendre directement les produits à l'usine afin de réduire le coût d'acquisition du produit, Mhm. du dit produit en fait. Donc, dès qu'un client achète un produit, il entre dans un système de récompense en fonction des différentes personnes qui vont acheter le produit, le même produit que lui, sur une période donnée. Il doit avoir en gros à peu près ce qu'est le produit. Il doit l'incorporer en fonction des systèmes de paiement, des systèmes de notification et des systèmes de récompense de ces différents clients-là. Donc, D'accord. en gros, je pense, en gros, grosso modo, voilà le projet. D'accord. Et du coup, vos clients, ils sont tous, c'est des locaux ou c'est international? Comment ça se passe? Actuellement, nous sommes à la première phase du projet. Donc, le projet, pour le moment, sera basé en local. Mais Mhm. l'idée, dans la continuité du projet, il est question qu'on se délocalise à l'extérieur, principalement dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps. Nous avons déjà commencé à lancer le projet en Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas encore vraiment effectif parce qu'il faut s'entendre avec les entreprises commerciales qui vont vendre les différents produits ainsi que le système de récompense qui doit être mis en place ou bien la définition des prix en fonction des différentes zones où le projet Mhm. doit être implanté. Ok. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer ce projet en interne par rapport au projet que vous développez pour les clients? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile pour vous de gérer les deux? C'est assez difficile. C'est assez difficile en fait parce que les clients, bon, en fait, les clients, ils sont pas là, ils veulent pas savoir si vous avez d'autres projets à l'interne ou pas. Donc, ce qui les Mhm. intéresse, c'est leur produit. Et vous aussi, vous avez un timing à gérer en fonction des différents produits que vous développez. Donc, on Mhm. essaie parfois de segmenter les périodes de développement. On se dit, bah, en fait, on va travailler peut-être chaque personne sur peut-être 10 heures, travailler sur une journée. Si peut-être tu as 10 heures de travail, sur Ouais. les 10 heures, tu peux te dire, bon, en fait, s'il y a 3 projets, moi, je vais travailler peut-être 4 heures sur celui-ci aujourd'hui, 4 heures sur l'autre demain, 2 heures sur tel projet. Mhm. En fonction des différentes interfaces, des différentes fonctionnalités qu'il faut, bien que chaque développeur a construit. Il essaie de répartir le temps. On se dit, bah, en fait, si tes fonctionnalités sont moins complexes, Mhm. c'est normal que tu prennes moins de temps pour travailler sur tel autre projet. Ouais, Bien sûr, sur ce projet, un projet X, tes fonctionnalités sont beaucoup plus complexes. Essaie un peu d'aller un peu plus, d'avoir plus de temps, en fait, quoi.
Ou bien, par exemple, si on voit que bon, le projet n'est pas très complexe, n'est pas très costaud, on peut dire, bah, en fait, un développeur, il travaille là-dessus, tout simplement, au fur et à mesure nécessairement de faire des meetings et de voir si tout avance bien dans ce projet-là. Donc, voilà à peu près comment on jongle. Je vais appeler ça un jongle, en fait. C'est assez compliqué. Ouais. Et vous êtes combien, du coup, là, dans votre équipe, dans votre agence? Nous sommes 12. D'accord. Oui, donc déjà une belle équipe et vous gérez à peu près combien de projets sur un jour ou un mois donné, là, par exemple, pour avoir un ordre de grandeur. Hein. Bon, de grandeur, ouais. Nous allons entre 2 et 5. 2 et 5. Bon, parce qu'il y a, bon, 5, généralement, c'est lorsqu'on a des petits projets, là. Il y a des clients qui veulent un petit projet, peut-être une appli simple qui fait peut-être un calcul, ou bien juste une page web, bien, en fait, c'est un peu comme ça, en fonction du nombre de projets. En fait, en fonction de la difficulté qu'il y a sur un projet, nous allons travailler sur cette marge-là. Il est bien qu'il y a beaucoup d'avantages de projets sur lesquels nous bossons prennent entre 3 à 5 mois. Voire 6. Il y a par exemple un projet sur lequel nous bossons qui a fait pratiquement un an. Non, c'est un peu, Ok. c'est un peu ça. Et du coup, tu m'as dit, vos clients, ils sont au Cameroun, en Afrique, en France aussi, des francophones de France et d'ailleurs, et des Allemands, tu m'avais dit aussi. Oui, Donc c'est oui, international de toute façon depuis le début. exactement, oui. D'accord. Bon, il est bien qu'on a aussi des Allemands, des Anglais, parfois de très petits. Moi, on a eu 2 clients en Italie. Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, pour en revenir aux applications et à Flutter, du coup, ça fait depuis quand que vous êtes passé à Flutter? Tu as aussi rejoint, j'imagine, pour l'équipe aussi Flutter Evolution. Bah, comment ça s'est passé un peu? Bon, on a parlé un peu de l'apprentissage, mais bon, déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis quand vous êtes passé à Flutter? Là, on est en 2022, du coup. Nous sommes passés à Flutter en 2020, D'accord. début, mi-2020. D'accord. Mi-2020. Et la formation, tu l'as Donc, rejoint étant donné que quand, en 2021, je pense toujours mi-2021, d'accord, d'accord. 2000, oui, oui, ok. Ok. Milieu 2021. Ok. mi-2021, je pense bien cette date-là. Oui. Ok. Donc, vous Donc, aviez déjà quand même entre commencé à l'apprentissage pratiquer. unique que nous avons eu, ouais, la formation sur plusieurs points. Hein. Firebase, il y avait Firebase, il y avait la gestion de segmentation en fait, d'écran, ou bien le positionnement, la bonne gestion Mhm. du positionnement, des transitions, un peu d'animation aussi. Il y avait aussi Ok. l'animation. Donc, c'était vraiment beaucoup cette partie qui est liée à la gestion de la base de données, la gestion des positionnements, ainsi que les animations. Ok. Parce qu'aujourd'hui, Et oui, vas-y, oui, dis-moi. et aussi une meilleure compréhension de tout l'écosystème, en fait, parce qu'on avait commencé, l'écosystème n'était pas réellement bien compris. Donc, c'est D'accord. genre, on va dire ça, donc une mêlée générale, quoi. D'accord. C'était vraiment une mêlée générale. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, c'était, D'accord, d'accord. ouais, ben, c'est maintenant aujourd'hui, on a essayé de mieux comprendre les Mhm. choses. Ok. Et du coup, les clients, enfin, les projets d'application, ils sont tous sur Firebase? Est-ce qu'il y en a une partie ou pas? Ou comment ça se passe du coup? Nous avons un seul projet qui est essentiellement avec Firebase. Un seul. D'accord. Un truc à l'interne qui fonctionne avec Firebase. Mais tous les autres, c'est avec un backend spécifique. D'accord. Par exemple, le Sopaki, là, votre projet d'application, ça, c'est pas sur Firebase, c'est ça? Non, c'est pas sur Firebase. D'accord. C'est avec un backend spécifique. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi ce choix-là et qu'est-ce que ça implique pour vous tout simplement au niveau du développement, quoi? Mettre en place un backend spécifique. D'accord. Pourquoi? Parce que nous, on se dit, bah, en fait, avec un autre propre backend, on maîtrise, on a le contrôle de toute l'architecture du projet. Mhm. On n'utilise pas Firebase parce que, bon, avec les autres produits, on voit les coûts supplémentaires, en fait, qui peuvent être générés. Donc, Mhm. si on veut mettre des fonctions complexes, il va peut-être falloir utiliser le Google Cloud, les Google Cloud Functions. On voit Ouais. toutes ces choses-là ont cours à partir d'un certain nombre de requêtes. On se dit, bah, en fait, pourquoi ne pas essayer de minimiser les coûts et de construire un backend, une application backend spécifique qui va effectuer toutes les fonctions-là et que nous Mhm. maîtrisons mieux. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est pas juste le coût, mais la maîtrise de la technologie.
D'accord. afin de pouvoir faire évoluer le système le plus rapidement possible. Donc, voilà vraiment pourquoi nous choisissons ce genre de truc. Et ils ne sont pas très fans des plateformes telles que Firebase. D'accord. Ils ne sont pas vraiment fans. Sauf si le système est très léger, on n'a pas besoin de faire trop d'interactions. Je vais prendre un exemple tout simple, un peu comme un Todoist, par exemple. On voit que bon, ça ne vaut pas la peine de construire tout un back-end complexe, quoi. Étant donné aussi que la plateforme doit avoir un système d'administration, peut-être pour suivre les clients, gérer les produits, contrôler, parce que au sein de la plateforme, il y a les pièces d'identité, les pièces des clients. D'accord. Donc, il y a une interface, il y a bien tout un système de gestion de ces pièces-là. Est-ce que les pièces sont identiques? Est-ce que les pièces-là peuvent être vérifiées? Et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, bah, en fait, c'est mieux de produire un backend spécifique avec une interface adéquate pour pouvoir gérer cela. Et il n'y a pas des fonctionnalités pour lesquelles vous êtes obligé quand même de travailler avec Firebase? Je pense aux notifications, par exemple. Si, pour les notifications. Par exemple, les notifications, ouais, ça c'est. Il est bien que ça n'avait pas encore été intégré initialement, mais on n'a pas le choix en fait. On est obligé d'utiliser Firebase pour cette partie-là. Ils arrivent à se rendre indispensables en fait. Oui. Bon, il est bien que dans notre équipe, il y a des cracks, il y a des cracks là qui nous ont dit, bah, en fait, qu'on peut pas utiliser Socket.io. Moi, ce que j'ai des notifications, les applications sont toujours connectées à un socket. Dès qu'on a une notification, allez, on passe par le système de socket et on balance ça, on broadcast ça sur les appareils. Quand on a vu le coût de développement ainsi que le temps, on s'est dit, non, ça, cette solution, il faut laisser, donnons à César ce qui appartient à César. Utilisons Firebase pour cela. Ok. Non, mais je vois un peu le rapport aussi avec Firebase qui pas bon. Le prix est forcément un facteur qui est important et effectivement ça c'est un peu comme AWS, etc. Ils ont aussi vocation à travailler. Plus le groupe est gros, plus c'est intéressant pour eux et plus ils vont ils vont avoir une facture qui est intéressante. Ok. Et donc toi, globalement, le retour sur Flutter, il est plutôt positif, très positif. C'est comment? Enfin, je veux dire, maintenant que ça fait quand même quasiment 2 ans, c'est ça, hein, du coup, si vous avez commencé en 2020. Ouais. Bon, concernant Flutter, mon retour est plutôt positif. Bon, il est positif et mitigé en même temps parce que ça va dépendre du genre de projet sur lesquels il faut travailler. En général, pour des projets qui sont en fait, tous les projets qui se veulent avoir une interface une UX là vraiment poussée, je crois que Flutter, c'est la meilleure option. Du moins, si le produit n'a pas des fonctionnalités très techniques au niveau du client mobile, je crois que le mieux, c'est de se tourner vers Flutter. Mais lorsqu'on commence déjà à vouloir toucher à des fonctionnalités un peu complexes là, ou bien des fonctionnalités qui auront trait à la gestion de la mémoire, ou bien aux ressources, ou bien aux appels système, ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut gérer le système Android d'un côté, gérer le système iOS de l'autre côté. Je pense que tout ce mélange-là, il devient très complexe à la fin. Surtout si vous n'avez pas peut-être dans votre équipe une personne capable de mettre en place ils appellent ça comment là, Flutter, un système où on peut coder en natif. Tu peux faire du natif et le faire fonctionner directement avec le moteur de Flutter. Donc, si on n'est pas de personne capable de réaliser ce genre de choses, ça devient compliqué. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est une très bonne solution pour le développement d'applications mobiles multiplateformes. Dans le cadre d'un projet, je vais appeler ça un projet normal. Je vais appeler sexy. Dans le cadre d'un projet normal, je pense que c'est la meilleure solution. Est-ce que vous faites, par exemple, du web avec Flutter ou pas encore ou... Non, pas encore. Il est bien vrai que ça paraît intéressant, mais nous n'avons pas encore touché cette partie-là. Ok. Et ça paraît intéressant quand même. Et ça vous arrive du coup de faire des projets web pour des clients ou pas du tout? Et si oui, avec quel outil du coup vous le faites? Oui, nous faisons des projets web pour les clients avec principalement Vue.js. Okay. Donc, c'est principalement Vue.js que nous utilisons pour faire les projets web. Et je pense même l'un des points qui nous a permis de toucher Flutter, parce qu'on remarque la structure du code en fait de Vue.js en ce qui concerne la gestion en fait toute la gestion en fait interne des process, elle est pratiquement identique à celle de Flutter. La hiérarchisation des fichiers et l'interdépendance en fait qui existe entre tout cela. Donc, je
voilà, c'est même ce point-là qu'ils ont dit, bah, en fait, on ne va pas trop changer notre façon de voir, en fait, notre façon de coder, quoi. On s'est dit, bah, en fait, il y a tel framework qui à peu près utilise cette base-là, mais qui utilise cette structuration-ci, bah, Comflutter aussi est quasi identique. On s'est dit, bah, en fait, ce sera beaucoup plus évident pour nous de comprendre cela. Et donc, vous avez déjà pensé à switcher du coup à Flutter, y compris pour les projets web, ou est-ce que pour vous, c'est pas encore mature? Comment ça se passe? Bon, nous avons eu à avoir cette réflexion-là, Mhm. mais étant donné que le web demande une certaine hiérarchisation du projet, nous avons l'impression que, comme Flutter aussi, bon, je ne sais pas il existe déjà une solution pareille, mais cette Mhm. séparation-là entre la vue et le contrôleur que nous avons pratiqué beaucoup, nous avons beaucoup eu l'habitude d'utiliser, en fait, cette architecture-là, quoi. Un peu comme on parle de MVC, modèle du contrôleur là. Mhm. Nous constatons que Flutter, c'est comme s'ils ont ils ont mélangé les deux, en fait. C'est assez complexe d'écrire, de dire, bah, en fait, tu vas écrire du code pour l'interface et mettre les aspects Mhm. métiers d'un côté qui vont interagir entre elles. Bon, je trouve écrire cela avec Flutter, je trouve ça assez compliqué. Et quand je D'accord. vois une interface web vraiment poussée là, ça devient beaucoup Mhm. d'après moi, en tout cas, ça devient beaucoup de tracasseries, mais nous avons Oui, oui, je réfléchi, vois. bon, c'est tout, en fait. En fonction de l'évolution, on va voir. Oui, oui, voilà, mais en tout Si cas, eux-mêmes peuvent développer un truc pareil, ouais, ouais, ça reste ouvert de votre côté. C'est en fonction de comment ça va évoluer, et puis avec la doc, etc., qui arrive. Je pense que c'est important. exactement, oui. OK. Parce que ça vous permettrait quand même éventuellement de faire que du Flutter pour tous vos projets, ce qui est ça peut devenir un bel avantage aussi au niveau de la formation de l'équipe, etc., quoi. La formation, exactement. Et du coup, là, comment ça se passe au niveau des projets perso? Est-ce que vous continuez à développer votre projet, là, ce paquet, du coup? Est-ce que si vous avez des versions en cours ou est-ce que pour l'instant, vous êtes en stand-by? Du coup, ça se passe comment? Oui, bon, actuellement, avec ce projet-là, il est toujours en cours de développement. Donc, étant D'accord. donné qu'il n'est même pas encore ouvert au public pour le moment, mais on compte l'ouvrir d'ici quelques semaines. D'accord. D'accord. Mais même malgré son ouverture vers les clients et son utilisation effective, on va toujours rester bosser là-dessus continuellement, donc, comme une sorte de maintenance, quoi. Donc, on va toujours bosser là-dessus, faire des petites mises à jour, voir, attendre les retours des clients, corriger Mhm. au fur et à mesure que c'est plus important. On ne va pas juste s'arrêter là et Mhm. dire, bon, on a fini de faire, on reste en attente. Non, on travaille toujours, donc on va laisser une ou deux personnes qui vont continuer à faire des mises à jour constantes sur l'application, tant sur le point fonctionnel que sur le point visuel. D'accord. Mais principalement, ça sera beaucoup plus le point fonctionnel. Avec le temps qu'on va modifier le visuel en fonction des attentes ou bien en fonction de la cible. Mhm. D'accord. Donc, pour conclure un peu sur tout ton parcours, sur tout ton projet actuellement d'entreprise, toi, tu es globalement satisfait hein, de Flutter, on l'a vu. Donc, tu conseilles à quel type de personne, quel type de profil de se lancer dans Flutter? Donc, sachant que toi, tu es développeur en agence pour des clients, est-ce que tu conseilles à des entreprises aussi de se lancer dans Flutter? Voilà, c'est quoi un peu ton mot de la fin pour conclure un peu sur cette vidéo aujourd'hui, du coup? Je conseille vivement, en fait, que tu sois développeur indépendant, que tu sois en agence, que tu sois une grosse entreprise. Mhm. Je conseille vraiment de prendre Flutter. Mais en fonction du projet et en fonction je sais pas comment dire ça, en fonction de la difficulté, en fait, du projet. Mhm. Si vous voulez que le projet sorte rapidement et qu'il n'est pas très complexe, clairement, Flutter, là, pas de souci là-dessus. Mais donc, je vais prendre dans le cas des grosses boîtes, généralement, ils ont un panel de personnes très élevé et Mhm. ils n'ont pas vraiment des contraintes de timing sur le projet. À ce niveau, bah, je pense qu'il faut prendre les technologies natives. Mais sinon, pour Mhm. toute entreprise ou bien pour tout projet qui nécessite un temps de production ou un temps de réalisation très court. Enfin, je pense que la meilleure solution, c'est Flutter, pour moi en Mhm. tout cas. Oui, on est d'accord, il y a ce côté un peu rapport travail-efficacité qui, avec Flutter, est quasiment imbattable, mais que dans les grands groupes et même je pense on parle des startups tu sais, de la Silicon Valley, eux, ils peuvent se permettre d'avoir une équipe développeur iOS, une équipe développeur Android, je pense à je sais pas moi, Netflix ou autre, Oui, parce que eux, exactement. ils visent des milliards potentiellement d'utilisateurs, donc ils ont un intérêt à faire vraiment dans les détails.
Moi, je me souviens de Facebook, par exemple, qui faisait en sorte que les versions de Facebook soient disponibles sur le plus d'appareils mobiles possible. Et du coup, qui était obligé de développer les fameuses versions light pour les smartphones Android, par exemple, les moins Les puissants. Et smartphones. voilà, c'est un travail vraiment pour aller chercher tous les utilisateurs potentiels, mais voilà, c'est un travail monstrueux et du coup que tous les groupes et toutes les entreprises ne sont pas capables de fournir. Mais on est d'accord. Ok, De foulée, exactement. ok. Donc, vraiment, sur ce point-là, c'est vraiment un problème de coût. C'est que si on dispose des coûts nécessaires pour recruter peut-être 20 développeurs, 20 développeurs, 10 Android, 10 iOS, que tu vas payer pendant 1 an, 2 ans, voilà. C'est autre chose. Si je Ah, divise mais ces c'est coûts, ça. alors non, normal, On est naturellement. d'accord. On est d'accord. Ok, donc merci beaucoup Ornel en tout cas pour ton retour sur Flutter, ton partage aussi d'expérience de développeur. On peut te souhaiter de continuer à, voilà, à faire grandir ton entreprise, à avoir voilà, les meilleurs clients possibles dans le monde entier. Et puis on va suivre ton projet aussi Sopaki. Si tu veux nous envoyer des updates, on partagera aussi du coup le lien de ton application hein, qui pour l'instant est disponible sur Android, à l'avenir aussi du coup sur iOS. Donc voilà, on te remercie encore et puis on va suivre ton projet sur le site internet. Donc Ok, à très vite du coup et merci. puis on se tient au courant. D'accord, merci.